Dans cette séquence vidéo, nous allons nous intéresser aux conséquences de l'héritage sur les constructeurs, c'est-à-dire l'initialisation. Nous avions vu dans une séquence vidéo précédente sur les constructeurs que lors de l'instanciation d'une sous-classe, il nous fallait initialiser les attributs. C'est ce que nous faisions donc par exemple quand on déclare une instance R de la classe rectangle, en passant donc par exemple la largeur et la hauteur. Ceci était fait donc au moyen d'un constructeur qui avait donc en charge d'initialiser les attributs. Mais si la classe rectangle hérite d'une classe figure géométrique, alors la classe rectangle reçoit l'ensemble des attributs de la classe figure géométrique. Et donc les constructeurs de la classe rectangle ont pour charge d'initialiser les attributs de la classe rectangle, y compris les attributs hérités de la superclasse figure géométrique. Cependant, ce ne doit pas être le concepteur de la classe rectangle qui doit lui-même initialiser les attributs de la classe figure géométrique. Il serait peut-être même bien incapable de le faire si la superclasse avait des attributs privés. Il ne pourrait pas y accéder. Et donc, comment le concepteur de la sous-classe rectangle peut-il initialiser les attributs de la superclasse figure géométrique? Pour cela, il doit faire appel dans le constructeur de rectangle au constructeur de la classe figure géométrique. L'initialisation des attributs hérités doit se faire en appelant les constructeurs des superclasses dans le constructeur des sous-classes. Voyons comment cela se fait en Java. Pour pouvoir appeler le constructeur de la superclasse dans le constructeur de la sous-classe, il suffit d'utiliser la méthode super. Et pour ça, il faut bien sûr que cet appel soit fait au tout début du corps de constructeur de la sous-classe. Donc la syntaxe sera la suivante. Dans le constructeur de la sous-classe, qui peut recevoir différents paramètres, tout au début de son corps, on aura ici un appel à un des constructeurs de la superclasse en écrivant simplement exactement comme ça le mot-clé super et puis en passant donc à ce constructeur les arguments nécessaires pour le constructeur de la superclasse que l'on veut appeler. Et puis ensuite, derrière cette première ligne du constructeur de la sous-classe, on pourra continuer à initialiser les attributs de la sous-classe. À noter que si donc la superclasse admet un constructeur par défaut, il n'est pas nécessaire d'écrire explicitement l'appel au constructeur de la superclasse. Le compilateur se charge pour vous d'appeler le constructeur par défaut de la superclasse. Regardons en détail un exemple. Tout d'abord, si la classe n'a pas de constructeur par défaut, alors à ce moment-là, il faut absolument écrire explicitement l'appel à un des constructeurs de la superclasse. Donc évidemment, cela suppose que la sous-classe a aussi elle-même un constructeur explicite où on peut faire l'écriture de cet appel au constructeur de la superclasse. Donc par exemple, si l'on considère la classe figure géométrique avec donc un constructeur ici explicite et pas de constructeur par défaut, un constructeur explicite qui prend deux paramètres pour pouvoir initialiser un attribut position ici dont on supposerait qu'il a un constructeur comme ceci à deux paramètres x, y pour fixer donc la position de cette figure géométrique. Et puis on a une classe rectangle ici qui hérite de la classe figure géométrique. Et donc dans cette classe rectangle, on va avoir un constructeur qui va recevoir les paramètres pour pouvoir initialiser la position de sa superclasse figure géométrique. Un rectangle est une figure géométrique et donc récupère par héritage la position de la figure géométrique. Donc un rectangle aura aussi une position qu'il va falloir initialiser. Et puis bien sûr, comme d'habitude, les paramètres L et H pour pouvoir initialiser ses propres attributs, largeur et hauteur. Et donc ce constructeur ici qui prend ces quatre paramètres va commencer par appeler le constructeur de la superclasse en écrivant le mot-clé super et puis en passant donc ici de deux paramètres, le constructeur de la superclasse qui prend les deux paramètres x et y. Donc ici on va avoir un appel à ce constructeur, lui-même initialisera donc la position. Et puis ensuite, comme d'habitude, on continue en initialisant donc les attributs propres, largeur et hauteur avec les paramètres reçus L et H. Dans le cas où la superclasse figure géométrique a un constructeur par défaut, alors il n'est plus nécessaire de faire un appel explicite au constructeur de la superclasse dans le constructeur de la sous-classe. Donc ici, par exemple, on a notre classe figure géométrique qui a donc un constructeur
par défaut, c'est-à-dire un constructeur qui ne prend pas de paramètres, qui initialiserait par exemple la position en 0, 0. Donc dans ce cas-là, la sous-classe rectangle n'a pas besoin de faire un appel explicite au constructeur par défaut et on la munit donc de son constructeur usuel ici qui prend les deux paramètres L et H pour initialiser sa largeur et sa hauteur. Mais l'on voit qu'ici, il n'y a pas d'appel explicite au constructeur de la superclasse. En fait, il y a de fait un appel au constructeur par défaut de la superclasse qui est fait automatiquement par le compilateur. À noter, parce que c'est une question qui est parfois posée et que je pense qu'il est intéressant de souligner cette remarque, à noter donc qu'il n'est pas forcément nécessaire d'avoir des attributs supplémentaires dans la sous-classe pour être obligé de redéfinir le constructeur dans la sous-classe. Le constructeur de la sous-classe, même s'il n'y a pas d'attribut spécifique dans la sous-classe, peut aussi servir à faire des appels spécifiques à des constructeurs de la superclasse. Prenons cet exemple où on suppose donc que carré hérite de la superclasse rectangle. Un carré est un rectangle, c'est un rectangle un petit peu particulier qui a la largeur et la hauteur de même taille. Donc dans ce cas-là, on ne va pas introduire d'attributs supplémentaires à la sous-classe carré, mais on va quand même vouloir redéfinir un constructeur spécifique dans la sous-classe. Le constructeur donc ici de la sous-classe carré appellera le constructeur de la superclasse rectangle en l'obligeant à avoir une taille identique pour la hauteur et pour la largeur. À noter que donc dans cette classe carré, il n'y aurait rien de plus que simplement son constructeur ici qui oblige le constructeur de la superclasse à avoir une largeur et une hauteur égales. Il n'y aurait rien de plus si dans la classe rectangle, il n'y a pas bien sûr de manipulateur cette hauteur, cette largeur. Si par contre dans la superclasse, on a par exemple une méthode cette hauteur, qui recevrait donc par exemple un paramètre h pour affecter la hauteur, alors bien sûr dans la classe carré, il faudrait redéfinir cette méthode cette hauteur pour garantir qu'on ait toujours la hauteur égale à la largeur, et donc ici cette hauteur affecterait aussi la largeur, et de même si on avait un set largeur, le set largeur lui-même affecterait aussi la hauteur, de sorte à garantir que tout le temps la hauteur est égale à la largeur dans la classe carré. Voilà donc pour ce cas particulier. Donc pour résumer l'implication de l'héritage sur la construction, toute sous-classe doit avoir un appel au constructeur de la superclasse, et ça se fait au travers de la méthode super, avec les arguments nécessaires pour appeler le constructeur de la superclasse. On fournit les arguments d'un des constructeurs de la superclasse, et cet appel à super doit être la toute première instruction. Si jamais on a un appel à super qui vient plus tard, ou qui vient deux fois d'ailleurs, à ce moment-là, on aura une erreur de la part du compilateur. Et aucune autre méthode que les constructeurs des sous-classes ne peuvent appeler la méthode super. Cet appel à super peut être ignoré si la superclasse a un constructeur par défaut. Donc dans ce cas-là, si la superclasse a un constructeur par défaut et que l'on oublie l'écriture à super, il y aura un appel automatique généré automatiquement par le compilateur au constructeur par défaut de la superclasse. J'en profite pour vous rappeler que donc le constructeur par défaut, c'est-à-dire le constructeur qui ne prend pas d'argument, est un petit peu particulier en ce sens que si on ne l'écrit pas, on a par défaut une version qui est fournie par le compilateur de ce constructeur par défaut, et que dès que l'on écrit un autre constructeur, alors le constructeur par défaut n'existe plus, et si on veut un constructeur par défaut, il faut à ce moment-là le réécrire. Donc pour éviter tout problème lorsqu'on fait de l'héritage, dans un premier temps, je vous conseille de toujours déclarer au moins un constructeur et de toujours faire un appel explicite à un des constructeurs de la superclasse dans la sous-classe. Même si c'est le constructeur par défaut que vous voulez appeler, vous pouvez quand même l'écrire explicitement. Ce sera plus clair dans un premier temps. Revenons maintenant en détail sur l'ordre d'appel des constructeurs dans une hiérarchie de classes. Supposons par exemple que nous ayons défini une classe C qui a certains attributs, certaines méthodes, et qui hérite d'une classe B, laquelle a ses propres attributs, ses propres méthodes, et laquelle classe B hérite elle-même d'une classe A avec ses attributs et ses méthodes. Et nous déclarons donc une instance, ici mon C, de la classe C, avec un appel ici à un des constructeurs de cette classe C. Que se passe-t-il lorsque l'on déclare donc comme ceci une instance lors de l'appel donc de ce constructeur? Ce constructeur ici aurait un appel au constructeur de B, que cette écriture soit explicite ou que ce soit un appel au constructeur par défaut, et puis ensuite bien sûr l'initialisation des attributs.
Donc lorsque l'on appelle ici le constructeur, on va commencer par appeler le constructeur de la classe B. Le constructeur de la classe B a lui-même l'appel à un des constructeurs de sa superclasse. Et donc, dans cet appel ici du constructeur de la classe B dans le constructeur de la classe C, on a d'abord, en tout premier, un appel au constructeur de la superclasse A. Donc la toute première chose qui va se faire, c'est, lors de l'appel du constructeur de C, c'est l'exécution du constructeur de la superclasse de la classe la plus haute dont on dérive. Et donc, l'exécution de ce constructeur va commencer par initialiser les attributs A1 et A2. Et donc, dans la construction d'un C, on aura lancé la construction d'un B, lequel B aura lancé la construction d'un A. La première chose qui se passe dans cette construction du C, c'est la construction de sa partie A. Je vous rappelle qu'au travers de la relation d'héritage, C hérite tous les attributs de B, B hérite tous les attributs de A. Donc, dans C, on a effectivement un attribut A1 et un attribut A2. Donc, dans la construction de ce C, qui n'est pas encore terminée, on a commencé par construire la sous-partie ici A. C'est la première chose qui se passe. Une fois qu'on a terminé toute l'exécution du constructeur de A, on revient ici dans le constructeur de B pour initialiser ses propres attributs, les propres attributs de la classe B, et donc construire ici l'attribut B1 de la classe B. Et puis, on termine donc l'exécution du constructeur de B, et on est donc à ce stade-là dans l'exécution du constructeur de C. On termine l'exécution du constructeur de C, qui va donc construire la partie propre à C, les attributs propres à C, exécuter son corps si jamais, et donc ceci termine la construction de C. Donc dans la construction d'une sous-classe, on commence d'abord par appeler le constructeur de la classe la plus élevée dont on dérive, puis ainsi de suite tous les constructeurs des superclasses intermédiaires. Enfin, on termine donc par la partie spécifique au constructeur de la classe dont on est en train de créer une instance. Voilà, ceci conclut donc cette séquence vidéo sur les conséquences de l'héritage dans la construction des objets.